critique, elle ne connaît pas ses collègues. Ah, on commence. Cred că putem să începem. Acum cred că suntem live deja. Okay. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine vă găsim și bine ați revenit în a treia zi de Festival de Carte Internațional Transilvania. Am bucuria și onoarea să mă aflu chiar și virtual, online, în prezența unor doamne de excepție și minunate. Bună ziua, doamnelor, bonjour! Am fi avut plăcerea să o cunoaștem și să o avem la Cluj pe doamna Geneviève Dama. Dar, din păcate, vom continua seria de întâlniri FICT pe online live. Întâlnirile FICT, în acest moment, cu doamna Geneviève Dama, autoare dramatică belgiană, actriță, regizoare și animatoare inspirată de evenimente teatrale. Voi face o introducere scurtă pentru că am plăcerea să fiu însoțit în prezentarea de astăzi de doamna profesor Rodica Lascupop, doamna profesor Rodica Baconski, de doamna Alina Pelea, care mă vor însoți în acest eveniment, dialog cu Geneviève Dama. Mă bucur să vă arăt cele 3 cărți pe care le puteți găsi în Festivalul Internațional de Carte Transilvania. De te duci peste râu, apărut la editura Școala Ardeleană, în traducerea doamnei Rodica Baconski și a doamnei Alina Pelea. Avem Patricia, în traducerea doamnei Rodica Lascupop, a apărut la Casa Cărții de Știință, și mai avem Bluebird, în traducerea doamnei Rodica Baconski și a Alinei Pelea, și știu că în curând sau în curs de apariție în 2021 va fi și o altă carte, Fericire, dacă nu mă înșel. Iată că vorbim deja de o autoare consacrată în peisajul cultural românesc, cu 3 cărți deja apărute, și am onoarea să ne cunoaștem, să o cunosc și eu pe Geneviève și să ne auzim în această minunată zi însorită de toamnă. Bună ziua, doamnelor, încă o dată! Vă predau, ca să zic așa, ștafeta să continuăm dialogul și discursul nostru. Bonjour! 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 Bonjour, merci Gaby. Je prends la relève en français pour le moment. Bonjour donc à tous et à toutes. Et je me réjouis moi aussi de souhaiter à Geneviève Dama, par cette journée ensoleillée de Cluj, la bienvenue et à cet important événement culturel où tu comptes déjà des lecteurs fidélisés et des amis. Tu nous es donc proche par les traductions, par les relations, par l'amitié, par les liens d'amitié, mais par la force des choses à distance. C'était en avril 2013 que tu as effectué une visite à Cluj en tant que lauréate du prix des 5 continents de l'Organisation internationale de la francophonie, sur l'invitation de l'Institut français de Cluj et du Centre d'études des lettres belges de langue française. À cette occasion, tu as présidé le concours national de traduction mot à mot, et tu as eu l'occasion de rencontrer tes traductrices Rodica Baconski et Alina Pelea. Depuis lors, les versions roumaines de tes romans se sont enchaînées à un rythme régulier. Si tu passes la rivière, 2018,
Patricia 2019, Bluebird 2020 et bientôt Histoire d'un bonheur. Il me tient à cœur d'ajouter à ta collaboration à l'anthologie bilingue Escale littéraire à Cluj, avec un texte poignant, mais un texte qui m'a touchée doublement parce qu'il m'était dédicacé. Un texte qui s'intitule La leçon de théâtre. Quel autre titre plus approprié que la leçon de théâtre, une leçon venue de la part d'une prestigieuse comédienne. Donc, c'était en 2015, cette traduction dans l'anthologie bilingue, traduction réalisée toujours par Alina Paglia. Mais revenons à ton premier roman, Si tu passes la rivière, 2011, publié en 2011. Pourquoi premier roman? Parce que tu avais écrit uniquement du théâtre jusque-là. Et à sa traduction en roumain, réalisée par le tandem Rodica Baconski et Alina Paglia. J'invite donc Rodica à nous introduire ce livre. Alors, bonjour Geneviève. Si tu passes la rivière est un beau livre. C'est la première chose que je dois dire. Un beau livre dans le sens de Proust. C'est un livre écrit, dit Proust. Un beau livre est écrit dans une langue étrangère. Eh bien, cette langue étrangère n'en est pas une. C'est une langue vraiment reconstruite de tout cœur pour rendre vie à des personnages qu'on n'avait pas encore rencontrés. Si tu passes la rivière, c'est l'histoire de François, un adolescent analphabète qui garde les cochons à la ferme de son père, où il vit à côté de sa sœur Maryse, de ses frères, et a pour seuls amis un porc, Oscar, et une truie, Hyménée. La mère est absente et toute question la concernant se heurte au silence. C'est là que commence vraiment le nœud, c'est là que se place plutôt le nœud du roman. Or, les interrogations se bousculent dans la tête de François parce que de mère, il devait en avoir une, parce que pourquoi ne pas passer la rivière? Pourquoi Maryse est-elle partie en pleurs? Pourquoi il y a des ruines de l'autre côté de l'eau? Et c'est pour savoir que François apprendra les lettres, aidé par Roger, le jeune curé du village. Alors, lire, écrire, parler, enfin, lui font découvrir le secret de sa naissance. Et il prendra ainsi conscience de soi et du monde et passera outre aux interdits. Je ne dirai pas plus. Laissons au lecteur le plaisir de découvrir ce livre vraiment inattendu. Mais je me permettrai tout simplement de citer un passage très bref, mais qui en dit long sur la finesse, l'à-propos, je dirais le haut voltige linguistique de votre écriture. Et ce passage est celui de l'apparition d'Amélie au marché. Amélie, elle avait un chapeau avec une fleur rouge et un châle rouge et des chaussures rouges. Elle ressemblait à un moulin. Elle tournait comme ça. Et je ne savais pas si je l'aimais mieux en moulin ou comme les jours ordinaires, quand tu voyais qu'elle était fanée, un peu gonflée, comme une barrique. Mais tout à coup, elle était devant moi et elle me souriait. Et j'ai pensé que le sourire, c'est un cadeau qu'il faut prendre sans se poser de questions. Sinon, tu ne t'en sors plus. Elle a dit joyeux Noël, François. Elle a sorti un paquet de son manteau. Elle me l'a donné. Ça m'a fait bizarre. D'autant qu'avec la dinde, les morilles, Roger, tout ça, je l'avais presque oublié, Amélie. Alors, j'ai posé ma main sur un bouquet de gui et j'ai dit, que du bonheur, Amélie.
que du bonheur. Et c'est tout. Voilà. Et c'est peut-être Rodica qui va prendre la relève avec Patricia, parce qu'on a suivi l'ordre chronologique de l'apparition des livres. Oui, Patricia, c'est un roman court, mais très dense, très intense. Un roman qui a un beau titre tout d'abord, et un roman qui est construit dans une structure qui est construite polyphonique. Il y a 3 voix, en fait 3 volets, 3 voix, 3 destins solitaires qui se croisent, qui restent pour un moment ensemble et puis qui se séparent. Mais le sujet est ancré dans l'actualité la plus dramatique, actualité que Geneviève a bien connue en tant que journaliste, celle des migrants clandestins qui font naufrage à Lampedusa. Et je sais que Geneviève a passé un bon moment là-bas pour se documenter, qu'elle envoyait régulièrement des articles, des reportages à la rédaction du soir. Et après, de cette matière est sortie avec le talent et son art et son écriture, est sorti ce beau roman à 3 voix. La première voix, le premier volet, donc s'ouvre par le monologue en fait du seul homme. Enfin, c'est un Centrafricain qui s'adresse à Patricia. Il a quitté sa famille, son pays, pour, dans l'espoir, leurré par cet espoir d'une vie meilleure au Canada. Et là, en travaillant au noir, les choses se passent assez mal. Jean Iritimbi est obligé de faire appel à toutes sortes de subterfuges pour se cacher, pour mener une vie du jour au lendemain. Et finalement, c'est la rencontre avec Patricia, notre personnage féminin, qui lui ouvre une autre voie, un espoir de bonheur. Donc, un amour entre les deux. Patricia, qui est une fille célibataire et qui est là pour dissiper les cendres de sa mère, et Patricia qui finalement accepte un compromis pour le ramener à Paris, parce qu'elle vit à Paris, elle est parisienne. Voilà, donc il y a ce destin, mais Jean Iritimbi ne lui avoue pas son ménage, la femme, Christine, qui est là-bas, et ses 2 filles. Donc il y a un volet caché de sa personnalité, de sa vie. Et donc, il vit doublement avec Patricia, mais il envoie de l'argent à sa famille. Voilà que cet argent, au lieu d'être utilisé pour des achats, pour la vie quotidienne, la femme, Christine, le confie, cet argent, le confie à un trafiquant pour rejoindre le mari et le père de ces 2 filles. Or, la catastrophe arrive, se passe près de la terre. Donc, il y a le bateau, un bateau de fortune qui prend feu, et elle se trouve noyée, sauf Vanessa, la fille. Et le 3e volet, voilà, c'est la fille qui a subi un choc et qui
ne peut plus parler. Elle entend et tout, elle refuse, mais finalement, elle doit accepter la cohabitation avec Patricia qui se charge d'elle. Et la fin est extraordinaire. Et là, je pense que Geneviève nous expliquera si elle avait pensé d'avance au titre, parce qu'il y a cette belle clôture magnifique qui m'a beaucoup servi en tant que traductrice, je l'avoue. Si c'était en allemand, je ne sais pas comment j'aurais fait, mais pour le roman, ça allait très très bien. Et je me permets moi aussi de lire juste la fin. Donc le roman s'intitule le roman Patricia, mais la fin, donc voilà. C'est la voix donc de la fille, Vanessa. Când o să fim în ascensor amândouă, avec Patricia, aș vrea să-ți pronunț numele tău ca o țară primitoare în care cresc de 4 ani, o patrie, Patricia. Voilà. Merci. Et je passe maintenant la parole à Lina et puis c'est Geneviève qui va occuper la place. Bien, tout est bien. Merci, bonjour et bienvenue à Cluj, ne serait-ce que virtuellement. Je vais maintenant parler un peu de Bluebird, qui est le dernier né en roumain parmi vos livres et qui est en fait un cahier dans lequel Juliette, 16 ans, raconte son expérience, partage ses pensées au bébé qu'elle porte dans son ventre et dont elle vient d'apprendre l'existence. Et dont elle apprend l'existence 3 mois avant l'accouchement, ce qui est encore plus dramatique pour elle. C'est un roman particulièrement attendrissant, dû à la voix du personnage, qui est à un âge très tendre, exposé, confronté à une expérience qu'elle n'attendait pas du tout. Un roman attendrissant à chaque lecture. Je l'ai lu et relu beaucoup de fois en français et en roumain, et je peux dire qu'il y a à chaque fois la même sensation que Juliette existe vraiment, que c'est quelqu'un qui a effectivement écrit ce que nous sommes en train de lire et que nous assistons à une confession réelle. Donc, c'est vraiment un roman qu'il faut lire et relire. Il garde sa fraîcheur à chaque fois. Il faut dire également qu'à travers Juliette et les personnages qui l'entourent, vous parvenez à rendre compte d'une multitude de facettes de la maternité. Il y a beaucoup de relations très différentes entre mère et enfant qui sont décrites grâce à cette expérience que vit Juliette. Et en lisant le roman, on se demande, moi au moins je me suis demandé, si c'est l'idée de parler des différentes facettes de la maternité que vous êtes parti, ou c'est plutôt l'inverse. L'expérience de Juliette vous a donné l'occasion de parler aussi d'autres types de maternité. Mais il ne faut pas nécessairement répondre maintenant, c'est au moment où vous voudrez pendant notre rencontre. Merci. Je vous passe la parole. Oui, par rapport à cette question, en fait, je crois que je voulais parler des différentes formes de maternité. Alors évidemment, il y a celle qui est plus largement développée auprès de Juliette, mais en fait, on a souvent l'impression que la maternité, c'est une seule manière, mais voilà, il y a beaucoup de possibles en fait. Et je trouve qu'en tout cas, le personnage d'Yvette, ou même simplement la mère de Juliette, la grand-mère aussi, comment il y a différentes formes, et c'est un kaléidoscope d'amour maternel, de relations maternelles. Voilà. Et parce que je pense que ce qui coince beaucoup Juliette dans cette question, est-ce que je dois garder cet enfant ou pas cet enfant, c'est l'idée qu'elle ne rentre pas dans le cadre le plus normal. Et alors, elle a la sensation qu'hors du cadre, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de mère, il n'y a pas de... Et voilà, c'était une volonté de dire que c'est chaque fois la relation qu'on crée, qu'elle est unique et singulière. Voilà. Merci. Merci pour la question. Peut-être voudrez-vous nous parler un tout petit peu de la manière dont vous écrivez, de la manière dont vous êtes venu à l'écriture.
Alors moi, donc je suis venue à l'écriture via le théâtre. Ça veut dire qu'à un moment, j'ai pas trouvé les textes que je voulais dire. Et je pense que le premier texte que j'ai écrit, Molly à vélo, est vraiment un texte autobiographique. Ça veut dire qu'il est sorti, je ne vais pas dire assez aisément, mais et il était lié vraiment à un épisode familial, voilà, que j'ai intégré dans une fiction. Après, j'ai découvert, en fait, en écrivant ce texte, j'ai découvert la joie de l'écriture. Enfin, ça veut dire, ça peut être aussi, il y a beaucoup de traversées du désert, mais il y a des moments, des petits éclairages, des petites pépites qui disent, enfin, des moments de bonheur d'écriture, en fait, enfin, et ça fait qu'on continue. Et donc, j'ai pas mal écrit de théâtre, et puis j'ai voulu essayer la forme pour moi qui est la plus aboutie en littérature, c'est le roman. Je sais que certains pensent que, enfin, sont d'avis que c'est plutôt la poésie, mais pour moi, c'est le roman. Donc, voilà. Et donc, si tu passes la rivière, c'est vraiment et une écriture par dévoilement progressif pour l'auteur et pour le lecteur. Ça veut dire qu'au départ, j'ai juste cette phrase en tête. Et j'ai essayé de répondre. Donc, pourquoi il ne peut pas passer la rivière? Qui le lui dit? À qui on le dit? Et là, moi, ce texte-là, j'ai vraiment travaillé par bribes. Ça veut dire, je commence, je reviens au début, je rajoute un petit peu. C'est vraiment un travail assez long, mais c'était le premier roman. Donc, ça a été quand même globalement d'un jet. Par contre, ce qui arrive pour Patricia et pour Bluebird, c'est que j'ai écrit d'autres, ce que j'appellerais des sous-romans. Donc, par exemple, d'abord, il y avait tout un long roman où Patricia parlait. Puis, il y a eu une forme du roman où il y avait 5 voix et Patricia ne parlait jamais. Mais en même temps, ça me permet de découvrir tout ce qui est en dessous, quoi, la face immergée de l'iceberg, et de savoir, de tisser le réseau des relations. Et après, l'écriture, quand le personnage parle, il s'adosse sur tout ce monde, ce macrocosme que j'ai créé, mais il ne l'explique pas, il est là en arrière-fond et le lecteur s'en rend compte et peut aussi y projeter ce qu'il souhaite à sa guise. Et j'en ai fait de même pour Bluebird. Ça veut dire qu'il existe un autre roman qui est plus long où c'est la mère de Bluebird qui raconte. Et puis il y a aussi des rapports aux frères. Et donc toutes ces choses-là se retrouvent évidemment en filigrane. Ce qu'il y a, c'est qu'à un moment, je me suis rendu compte que la plus grande nécessité, enfin le personnage qui se retrouvait dans une situation de plus grande fragilité, de plus grande immédiateté, c'était Juliette, et que c'était plus intéressant qu'elle raconte l'histoire que la mère qui en fait était au deuxième plan et qui elle avait peu de possibilités d'action directe sur la situation qui était en train de se passer. Voilà. Je voudrais moi aussi intervenir pour te demander comment tu construis tes personnages à partir d'une expérience vécue ou des rencontres où carrément le personnage se présente devant tes yeux et il s'impose, si ça arrive. Pas tout à fait. Ça veut dire il sort d'un espèce de magma, ça veut dire que en fait, c'est l'écriture qu'il fait advenir. Et ça veut dire qu'après, souvent, ces passages où peu à peu le personnage naît sont coupés dans la version finale parce qu'en fait, il lui faut beaucoup de temps pour exister avant qu'il soit, je trouve. Et par exemple, Patricia, j'avais beaucoup de mal au début à la cerner. Et puis c'est petit à petit dans les monologues des autres qui la décrivaient que je l'ai trouvée. Alors évidemment, les personnages se construisent aussi quand il y a des choses vraiment techniques, comme par exemple au niveau de Patricia, les migrants, etc. Je fais quand même beaucoup d'enquêtes et je ne dis pas qu'il y a un profil type du migrant, ça je ne peux pas dire ça, mais je veux dire, je prends certaines qualités que je perçois et qui m'intéressent pour le personnage. Donc voilà, je sais qu'il y a des gens, je sais qu'Hibernicen faisait ça, il faisait des enveloppes préexistante où il faisait vraiment toute la nomenclature du personnage. Moi, la nomenclature, elle arrive dans l'écrit.
Voilà. Avec plaisir. Ouais. J'enchaînerai avec une question un peu plus générale qui part aussi de votre expérience comme journaliste, comme actrice, pour vous demander quelle est la mission que vous attribuez à l'écrivain, à la littérature en général dans le monde actuel. Pensez-vous qu'il soit possible de changer quelque chose pour le mieux, bien sûr, dans le monde actuel par l'écriture? Alors, je crois que je vais d'abord répondre sur la littérature en général et puis l'écrivain. Je pense que la littérature, elle a le pouvoir de faire vivre des expériences au lecteur. Ça veut dire des expériences sensibles. Et là, c'est une chose que Salman Rushdie formule magnifiquement mieux que moi, mais ça veut dire que, par exemple, quand je lis Anna Karénine de Tolstoï, j'ai assez peu d'empathie pour le personnage d'Anna Karénine, mais en même temps, parce que je trouve, je ne cautionne pas ce qu'elle fait, mais en même temps, pour d'autres choses, je comprends le milieu, je vois le rapport avec ses enfants, et même si ce qu'elle fait, je ne cautionne pas, et j'ai peu d'empathie pour l'acte, certains actes qu'elle peut poser, pour d'autres, je me trouve des points communs avec elle. Alors, je ne sais pas si on change, mais on peut changer de point de vue. Ça veut dire que si je vois qu'il y a un précipice sous mes pieds, je vais reculer. Je suis toujours Geneviève Damas, j'ai toujours la même biographie, mais voilà. Si je fais vivre une expérience sensible à un lecteur au sein du livre, si je parviens à le faire s'identifier avec un migrant ou avec un condamné à mort ou avec quelqu'un qui travaille dans un supermarché, je veux dire, à un moment, je pense que si je vois le réel d'une certaine manière, eh bien, je vais peut-être modifier mon action. La littérature a ça de formidable qu'elle nous fait découvrir des gens totalement différents de nous. Et au sein de la lecture d'un livre, elle nous permet de créer des empathies ou des zones de contact avec les personnages. Par exemple, je peux ne pas être du tout d'accord avec Anna Karénine, mais elle a des enfants, elle est une mère comme moi. Je peux me trouver avec un personnage qui est peut-être voilà, dans la préhistoire et partager avec lui mon amour de la nature. Et cette expérience-là, qu'on vit au sein des livres, eh bien, on peut l'extrapoler dans la vraie vie. Donc, de penser que si je trouve une empathie avec un personnage qui vit dans un autre pays, une autre culture, etc., peut-être que la personne qui habite à 2 pas de chez moi, qui n'est peut-être pas de la même culture, et donc, a priori, sur ce point-là, on n'a pas grand-chose à partager, mais par exemple, peut partager avec moi l'amour des enfants, ou soutenir la même équipe de foot, ou aimer la même musique, et que voilà. Et je trouve que la littérature, elle sert à relier les hommes. Elle sert aussi, je pense, si elle sert, je pense aussi que le but de la littérature, c'est de poser des questions et c'est de mettre le lecteur en situation d'activité intellectuelle, donc de réfléchir, de penser, de se demander. Et je trouve que c'est formidable parce que si on parvient à imaginer des choses qui n'existent pas, parce que ce qui est dans les livres n'existe pas la plupart du temps, alors on peut imaginer comment transformer le monde, ce qui est pas mal aussi, ou inventer des vaccins, ou faire des tas de choses. Je trouve que la tâche de l'écrivain, c'est d'abord d'être à l'écoute de son époque, de sa culture. Et c'est d'en rendre compte, c'est de relier aussi, je pense, dans la société où il vit, d'essayer de relier les gens les uns aux autres, d'inventer des nouveaux narratifs, ça veut dire des histoires qui permettent aux gens de se reconnaître et d'avancer. Mais la littérature ne doit pas... Enfin voilà, il y a des écueils, la démagogie, la littérature facile, etc. Je trouve que la littérature, elle doit être accessible, mais en même temps, rendre sa responsabilité à chacun. Voilà. Vous avez parfaitement raison en disant cela. Et je trouve que votre réponse était très riche en suggestions, également pour les professeurs de littérature qui doivent savoir quoi suivre dans un texte. Et du coup, je me demandais
n'était pas une question que j'avais préparée à l'avance. Je me demandais si vous pensez qu'il y a une littérature féminine. Parce que le problème est, enfin, il y a beaucoup de discussions autour de ce thème. Est-ce qu'il y a une littérature féminine? On sait qu'il y a une créativité qui a des traits féminins. Mais est-ce qu'on peut parler d'une littérature féminine? Je regardais aujourd'hui la liste des nominés pour les divers prix français. Et on discutait, vous savez quoi, la parité hommes-femmes dans ces listes. Et ça m'a semblé vraiment sortir tout à fait disons, des intérêts de la littérature. Qu'en pensez-vous? Alors, oui, donc moi, en fait, je trouve ça relativement insupportable. Ouais. D'autant que cette question, on ne la pose pas aux hommes. Hein. Donc, le jour où on posera cette question aux hommes en disant est-ce qu'il y a une littérature masculine, ce sera intéressant. Alors, je voudrais dire que dans la littérature féminine, si tant est qu'il y en ait, on pourrait dire qu'on pourrait y ranger les personnages féminins où tels sont, voilà, Madame Bovary fait partie des grandes héroïnes de littérature féminine, si on peut dire ça comme ça. On a aussi Sophocle a écrit il y a Antigone, il y a tout ça. Donc, alors là, j'accepte qu'il y ait des... Enfin, voilà, si on dit que la littérature féminine, on a des incroyables héroïnes. Pour le reste, je trouve que la fiction, c'est justement la manière, le mode que l'auteur utilise pour faire disparaître sa culture, son genre, sa langue. Ça nous semble tout à fait abscon si je disais est-ce qu'il y a une littérature roumaine? Je sais qu'il y a des littératures roumaines. Et on ne peut rien enfermer ni dans une langue. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une littérature chrétienne? Non, il y a des littératures avec des auteurs qui peut-être sont chrétiens, mais qui sûrement, je veux dire, repoussent, avancent masqués. On essaye tous d'avancer masqués. Voilà. Donc moi, et alors cette idée de parité, je trouve que c'est très réducteur. Ça veut dire que on ne sert pas bien un auteur quand on défend son œuvre uniquement en raison de son genre, parce que ça pourrait dire qu'une année, il y aura plus d'auteurs de sexe féminin et une année moins ou plus d'auteurs. Mais je veux dire, on n'est pas... Voilà. Donc moi, je suis très, très mal à l'aise avec ça. Néanmoins, je dois reconnaître que pour certaines femmes, pour certaines de mes consoeurs, dans d'autres pays du monde, il y a des vraies problématiques liées aux violences faites aux femmes. Et il y en a aussi dans mon pays, mais peut-être que nous pouvons plus faire confiance en la justice et que nous avons des voies pour que ces choses se règlent. Et qu'à un moment, je comprends tout le lobby qui dit qu'il faut faire advenir l'écriture des femmes parce que dans certains pays, effectivement, être publiée en tant que femme, je pense aux gens en Afrique, etc. C'est un vrai combat, quoi. Voilà. En fait, vous avez abondé dans mon sens parce que je vous disais, j'étais vraiment choquée par, disons, cette séparation qu'on essayait de faire dans les listes des prix. Oui, ce qu'il y a, c'est que je crois que le milieu littéraire français ayant cautionné différentes choses, comme l'affaire Matzneff, etc., ils sont obligés, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de poussière sous les tapis et donc du coup, j'ai la sensation que, voilà, ils sont obligés de réparer. Oui, je voudrais, puisqu'on est là à parler des prix et des formes, ces formes institutionnelles de reconnaissance, de prestige,
quels sont tes rapports avec les institutions telles maisons d'édition, par exemple, qui a changé qui est publié maintenant par Gallimard, je suppose, sous un contrat. Alors, donc, quels sont ces rapports avec, du point de vue de l'auteur, si c'est contraignant ou stimulant, ou si c'est bénéfique, ou si ça, voilà, c'est ça. ah oui. Alors, donc effectivement, moi j'ai changé 3 fois d'éditeur. Donc, d'abord j'étais aux éditions Lusulquin, puis je suis allée aux éditions Arléa, qui ont refusé le manuscrit Jackie en fait. Donc, Patricia, qui ont refusé le manuscrit Patricia. Et donc c'est comme ça que j'ai dû quitter. Enfin, je ne vais pas quitter Arléa, mais quand Gallimard a accepté le manuscrit, ils m'ont dit si vous entrez chez Gallimard, vous devez entrer pour plusieurs romans. Vous n'allez pas retourner chez Arléa après. Et donc, ils ont demandé que le contrat qui me liait pour 3 romans à Arléa soit annulé. Je dois dire que avoir l'éditeur que j'ai chez Gallimard est la chance de ma vie. Ça veut dire que c'est Guy Goffet, qui est un écrivain belge, poète, mais qui est romancier aussi. Et je veux dire, il a une connaissance de la littérature et une manière, parfois j'ai des nœuds, et une manière de dénouer les nœuds par des conversations littéraires qui, voilà, j'apprends en fait, parce que je trouve que le danger, c'est de ne plus apprendre et de faire toujours la même chose. Alors, qui aime bien châtie bien, il est sans concession, voilà, mais il le fait toujours avec bienveillance. Et donc, voilà. Alors, mes relations avec Gallimard sont très cordiales, alors évidemment avec le Covid assez distantes, évidemment, mais je n'ai jamais aucune pression de quand je dois remettre mon manuscrit. Alors, je sais qu'il me dit, bon, l'idéal, ce serait qu'il y ait quelque chose tous les 2 ans, mais voilà, si ce n'est pas possible. Il y a vraiment un très, très grand respect. Je trouve que les correcteurs sont formidables. L'équipe de la fabrication aussi, au niveau, le directeur commercial, Jean-Charles Grunstein, est vraiment très attentif et très sensible. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment... et voilà, bon, forcément, c'est une grande maison au sens où il y a pas mal de personnel et donc, chaque service est individualisé. Mais je trouve que dans la prise en charge, ils le font vraiment avec une grande élégance. Et voilà. Et moi, je cherchais un éditeur qui me pousse à aller plus loin. C'était vraiment ça qui était important pour moi. Oui, c'est vraiment une chance. Et quel est le sentiment quand, par exemple, il y a des coupures que l'éditeur suggère dans le manuscrit? Quel est le sentiment de l'auteur de voir, d'entrer, émonder des chapitres ou enfin des paragraphes? Parce que pour moi, c'est très frustrant. Ah oui, il le fait peu. Donc, pour Patricia, j'avais rajouté 2 chapitres à la version initiale. Il y en a un qui n'a pas pris. Pour Bluebird, ils m'ont demandé de faire un travail sur la langue, mais en fait, je lui fais toute confiance. Donc, et il explique chaque fois pourquoi. En général, il y a peu de coupes. Jackie, je crois qu'on n'a rien coupé. Enfin, là, au niveau de la correction, parfois, il y avait des erreurs ou des choses comme ça, mais chaque fois, j'avais le dernier mot. Donc, bon, je ne fais pas des grands romans non plus, donc il n'y a pas beaucoup à couper. Et si on coupe, il ne reste plus rien. Mais donc voilà, non. Mais à Guy Goffet, il y a aussi Maud Simoneau qui m'a aidée pour la langue dans Bluebird. Et je trouve que, oui, ça m'a appris et ça m'a appris pour le roman suivant. Donc, non, je suis ravie, moi, de leur travail. À propos de la langue, justement, cette oralité, parce qu'on a discuté avec Rodica et Alina, donc, nous avons travaillé dans le texte et nous sommes confrontés avec cette dimension de l'oralité de la langue. Est-ce un choix, une option, ou ça vient spontanément? Non, c'est vraiment un choix.
Ça veut dire que je me disais, pour que le personnage soit crédible, il faut ça. Et puis aussi, j'ai l'impression que le travail que je peux faire sur la langue, moi, à mon époque, c'est de rendre compte de cette langue, qui n'est pas la langue livresque. Et c'est là où je trouve, parce que la question, c'est toujours comment essayer de faire quelque chose de neuf, comment essayer de faire quelque chose qui n'ait pas été déjà vu, parce qu'il y a des romans magnifiques qui ont déjà été faits sur le rapport de la mère et d'un enfant. Et donc, je pensais que le déni de grossesse, je n'en avais pas lu. Et aussi, je me suis dit, dans cette langue immédiate, parce qu'en fait, Juliette, elle adresse ça à son enfant, donc elle ne pense pas que quelqu'un d'autre va lire. Donc, elle ne s'embarrasse pas d'une forme, en fait. Et donc, voilà, c'était... Mais donc, cette question-là est revisitée à chaque roman, en fait. Enfin, c'est là la qualité de votre prose, en fait, parce que vous vous réinventez à chaque fois. On pourrait parler, par exemple, de plusieurs discours adolescents. Chaque adolescent de vos livres a son discours qui est parfaitement intégré à son milieu aussi. Il tient à son... c'est-à-dire, il exprime également son milieu. Mais à partir justement de cette adolescence, moi, j'ai pensé, en me rappelant Bernanos, histoire de Mouchette et nouvelle histoire de Mouchette, à ce qu'on pourrait dire d'un véritable rite sacrificiel dans vos livres. Un rite à la fois sacrificiel, un rite solaire, un rituel solaire. Pourquoi? Parce que il y a un rapport conflictuel entre le sujet et le verbe. Il y a un rapport conflictuel en cela que, au moment où le personnage commence à parler, il apprend tout, ou à peu près tout, sur lui-même, mais en même temps, il perd son innocence. Donc, il y a une limitation du personnage à ce moment-là. Il y a une découverte, mais il y a aussi une limitation. Il n'est plus ce magma innocent des débuts qui ne sait rien, qui n'a pas encore... Il expérimente, si vous voulez, à travers la langue. Et au moment où le récit a lieu, il se rend compte qu'il a ignoré jusqu'alors qui il était. Peut-être va-t-il progresser par la suite, il deviendra peut-être quelqu'un d'autre. Qui sait, en définitive, François, au moment où il va rencontrer dans un futur tout à fait virtuel Maryse, ce sera peut-être un vieil homme, ou alors là, un tout jeune encore. Mais franchement, je pense qu'il y a ce rituel du sacrifice et solaire, parce qu'à chaque fois, il débouche sur une sorte de lumière. Oui, en se connaissant eux-mêmes. Oui, et c'est vrai que le fait de commencer à parler pour ces personnages leur permet d'apprendre, de se réapproprier ce qu'ils ne savaient pas ou ce qu'ils laissaient dans l'ombre. Parfois, ils ont les infos tout proches d'eux, mais elles ne s'intègrent pas encore. Ouais. Merci pour cette analyse. Et moi, j'aurais une question toujours à propos de François. Est-ce qu'en écrivant le roman, vous imaginiez qu'il écrivait cette histoire ou qu'il la racontait à haute voix à quelqu'un? Ça nous a beaucoup taraudé pendant la traduction. En fait, je pensais qu'il le racontait à quelqu'un. Enfin, qu'il le raconte. Et puis, au fur et à mesure, quand j'ai avancé, et puis il y a cette chose à la fin, donc quand il dit à Hyménée, le jour où j'aurai trouvé Maryse, voilà, je raconterai une histoire, et en fait, c'est ça qu'il fait. D'accord. C'est l'histoire. Donc, on peut supposer qu'il a retrouvé Maryse. C'est d'ailleurs pour ça que vous le dites, Rodica. Voilà. Merci. De toute manière, vous posez beaucoup de difficultés aux traducteurs. Rodica le disait tout à l'heure, mais c'est également un plaisir que de vous traduire, parce qu'il faut forcer notre langue. Il faut, pour qu'elle sonne juste dans le registre où vous l'écrivez, il faut la forcer. Il faut apprendre la langue de nos adolescents pour faire parler les vôtres. Et je pense que c'est ce travail, disons, sur la langue, sur les dessous de la langue qui fait
à la beauté du travail du traducteur également, même si c'est un travail de pénombre et que l'auteur quand même occupe le devant de la scène en quelque sorte. Oui, mais vous êtes je ne sais pas si on dit des passeuses, ça veut dire que sans vous, le roman ne peut pas traverser justement cette mer de la langue. Et moi, je trouve que c'est un cadeau formidable parce que déjà, par exemple, alors ça c'est merveilleux évidemment que Patricia puisse rester Patricia, que Bluebird puisse rester Bluebird. Mais en même temps, j'entendais tout à l'heure parler roumain. Bon, évidemment, les langues sont cousines ou sœurs, je ne sais pas, mais il y a des résonances. Et en même temps, je trouve qu'il y a un côté plus ensoleillé en Roumanie que dans le français. Et j'ai l'impression que ma langue a gagné en couleur. Et ça, c'est magnifique. Avez-vous des projets en cours? Parce qu'on sait que vous avez publié Jackie, on sait que vous avez publié Monsieur André. On ne sait pas trop ce que c'est que Monsieur André. Peut-être vous allez nous dire un petit mot là-dessus. Jackie, là je fais un aveu, à savoir, Jackie, je l'ai reçu en cadeau. C'est Alina qui me l'a fait cadeau. Et je n'ai pas pu le lire parce que j'ai une amie très malade, dépressive, et qui aimait beaucoup vos livres. Alors là, je lui ai prêté pour qu'elle le lise et qu'elle trouve un moment de bonheur en votre compagnie. Bon, je reviens à ma question. Alors, la première chose, c'est que Monsieur André est une commande. Donc, en Belgique, on a quand même pas mal de personnes qui sont laissés sur le côté au niveau de la lecture et de l'écriture et donc avant on disait analphabètes, mais ont des difficultés d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et on s'est rendu compte que pour ces personnes adultes, il n'existait pas de livres qui soient stimulants. Ça veut dire que leur faire lire des livres pour enfants, c'est un peu, alors ils mobilisent tout un effort et puis ce qu'ils trouvent dans les livres ne les préoccupe pas. Donc, il y a une collection qui s'appelle La Traversée, qui commande à des auteurs des livres, mais le cahier des charges, c'est des courts chapitres de 1 ou 2 pages, des phrases courtes, des mots simples, etc. Et voilà, donc Monsieur André, ça raconte l'histoire d'un quartier. Voilà. J'ai mis du temps avant de répondre à leurs commandes parce que je disais il faut que ce soit un livre essentiel pour moi. Et je pense qu'il y a quelque chose de mon quartier que j'ai aimé y mettre. Alors, pour le moment, je travaille sur un nouveau roman. J'ai écrit J'ai écrit 1, 2, 3 sous-romans déjà. Donc, j'ai écrit le roman du grand-père, j'ai écrit le roman du petit-fils. J'ai écrit des nouvelles autour de l'institutrice, la compagne, etc. Et maintenant, j'arrive enfin au personnage principal. Je crois que je dois être au quart du roman, mais la langue n'est pas encore satisfaisante. Je dois épurer. Enfin voilà, j'espère, ça va mettre encore du temps. J'espère que ça ira parce que c'est voilà. Et là, j'étais justement dans un gros nœud tout l'été parce qu'en fait, je redoutais d'écrire le roman du personnage principal et j'ai été chez mon éditeur et il m'a dit tu dois le faire, c'est ça. Et parce qu'il y a toujours la question de l'identification. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais nous, par exemple, il y a eu un grand retentissement à l'affaire justement la traduction des œuvres d'Amanda Gorman avec l'idée de est-ce que le traducteur doit être du même genre, de la même culture, du même groupe. Et forcément, je m'empare d'un personnage qui est très différent de moi et mon inquiétude, c'est qu'on me tombe à bras raccourcis en me disant « mais tu n'as pas le droit puisque tu n'es pas cette personne-là ». Mais tout le pouvoir de la littérature, c'est justement d'être n'importe qui, en fait. Voilà, c'est ça, c'est la liberté. Mais donc, du coup, on est avec des questions, alors qui, sous couvert de grand respect de minorité, est en fait très totalisant, je trouve, et très réducteur à terme.
Parce que s'il n'y a plus que les Belges pour défendre les Belges, enfin, ou que les gens de 2,50 m pour écrire une histoire de gens de 2,50 m, à un moment, qui va défendre celui qui n'est pas le même que soi? Enfin, voilà. Donc, et donc, et puis après, il y a un projet en chantier d'une pièce de théâtre. Et puis, il y a, maintenant que les théâtres rouvrent, j'ai quelques représentations, voilà, fin septembre, novembre, décembre, des petites choses en janvier. Et puis, on répète le prochain spectacle à la fin de l'année. Donc, voilà. Alors là, c'est plein de projets. Oui, c'est gai. C'est gai parce que l'année dernière, enfin, je ne sais pas comment ça a été, Ouais. mais tout le temps, on jonglait avec on va faire autrement. Et puis, en fait, rien ne se faisait. Juste qu'on était très fatigués d'avoir tout le temps changé, modifié. Voilà. Il nous reste encore quelques minutes. Est-ce qu'on pourrait faire, tu es d'accord pour une petite lecture? Mais avec joie. Alina, oui, Alina a préparé quelque chose, n'est-ce pas? Alina. Oui, en fait, Un extrait que tu avais signalé. oui, je Oui, on pensais avait demandé. oui, à Bluebird, si vous êtes d'accord, Geneviève. Bien sûr, avec joie. Donc, je vais le lire en Roumain ou alors là en français? On commence par le français. Oui, c'est chouette si c'est les deux. Je suis contente de l'entendre en roumain. D'accord. Alors, je commence par le roumain. C'est un des passages qui, personnellement, m'ont touché le plus. În seara aceea, după cină, am întrebat-o pe Buni dacă o să fie cu mine când o să vii pe lume. Bineînțeles, oricum, nu o să fiu singură. O să fie acolo și moașa și doctorița Ader. Dar nu e același lucru. Mi-ar plăcea ca cineva pe care îl iubesc să fie lângă mine. Cineva care să mă ajute să găsesc puterea să aduc pe lume un copil, să accept durerea, să respir lung, să am forța de scot din mine, așa cum mi-a explicat Valérie Benali. Cineva care mă cunoaște, care știe că eu sunt Juliette, 16 ani jumate, Juliette, prima din clasă, care nu vorbește mult, Juliette care avea grijă de Lu, surioara ei mai mică, Juliette, sprijinul mamei când părinții s-au despărțit, Juliette care stâlcește poloneza, Juliette, prietena lui Victoire, Arthur, Mathieu și Marie-Jo, Juliette, the Bluebird. Cineva lângă mine, care să aibă timp. Iar în capul meu neapărat trebuia să fie Bunii. Bunii, cel la care am stat toate săptămânile astea, la care am sosit fierbând de mânie și la care mă simt acum mai liniștită. Dar Bunii nu s-a luminat la față. Îmi mulțumesc, puiule, dar nu cred că e o idee bună. Se gândise și ea. Știa că o să o întreb. De multe ori Bunii știe lucrurile dinainte. Nu vrei? Nu era vorba de așa ceva. Doar că e mai în vârstă și dacă începe miez de noapte, cum se întâmplă adesea, se teme că nu va avea energia necesară, mai ales dacă și durează mai mult. Pentru că la primul durează. Trupul nu cunoaște încă partitura. Nu era singurul motiv. Pentru că, de fapt, nu era treaba ei. Altcineva trebuia să vină cu mine. La urma urmei, ea nu-i decât bunică. Cine? Mi-a spus că nu ea trebuia să răspundă, ci eu. E viața ta, copilul tău. Era prima dată când prononța cuvintele astea. Et je laisse les lecteurs découvrir la suite, qui est peut-être encore plus touchante, mais je ne voulais pas gâcher la surprise. Merci mille fois pour cette lecture. Merci à vous de nous avoir permis de raconter ça en roumain aussi. Non, c'est vraiment... Vous voulez pas nous lire quelque chose vous-même? Vous n'avez pas de livre sous la main? Vous voulez que je vous lise un extrait de Jackie? Je peux? Oui, pourquoi pas. Alors, excusez-moi, je dois juste ouvrir. Je vais un tout petit peu, et puis ça va.
recherche sur Baudelaire, l'environnement ou la montée de l'extrême droite en Europe, je ne voyais pas à quoi ça pouvait servir, comment j'en trouverais l'énergie, même si c'était du temps perdu. Vous m'avez dit, mais la connaissance, Ibrahim. Je n'ai pas répondu. La connaissance, ça peut être un sale truc. Vous avez répété que sans ce travail, je n'aurais pas mon diplôme, et c'est idiot. Je n'ai que 3 examens à représenter, je suis un garçon intelligent, peut-être le plus intelligent de la classe. Et je me suis demandé comment vous pouviez l'affirmer, vu que je n'ouvre jamais quasi en maths. Intelligent, oui, d'une certaine manière, mais l'intelligence, ça ne fait pas tout. À force de se casser la tête, on peut agir bêtement, partir en vrille, et alors, à quoi cela a bien pu servir d'avoir un cerveau qui tournait plus vite que ceux des autres? Vous vouliez vraiment que je m'en sorte? Vous m'avez proposé d'écrire sur ce que j'avais vécu malgré mes conditions. J'aimais que vous tentiez le tout pour le tout, et quand j'allais quitter la classe, vous avez ajouté n'importe quoi qui t'intéresse, Ibrahim, pourvu que cela m'arrive avant la délibée du mois d'août. J'ai lancé « rien ne m'intéresse rien » et j'ai claqué la porte. Ça a dû vous paraître bizarre que je me sois énervée, alors que ma session de juin, avec seulement 3 échecs, tenait, comme vous l'avez dit, du miracle. Depuis que je suis revenue, j'ai des difficultés à me réjouir, des difficultés à me projeter, des difficultés avec tout ce qui s'inscrit dans la durée, comme vous dites. Je profite de cette lettre pour m'excuser de ma mauvaise humeur cet après-midi-là. Je ne voyais de sens à rien, ni à réussir, ni à travailler. En remontant dans le tram pour revenir chez moi, ça m'a semblé dingue. J'ai 18 ans et je ne crois plus à rien. Comme si j'avais déjà fait le tour. Comment je vais continuer jusqu'à ce que je devienne vieux? J'ai regardé les gens dans le 92, accrochés au bar pour ne pas tomber. Tous ceux dont je ne sais ne sauraient jamais rien parce que tous nous sommes des mystères pour les autres et aussi nous-mêmes. Vous n'avez cessé de le répéter durant cette année. C'est à ce moment que j'ai pensé à Jackie. Jackie, je l'ai rencontré au cours de Madame Couturier et du projet Une journée pour vivre ensemble. Et j'ai eu envie de parler de lui. Il m'a appris que la réalité peut se transformer d'un coup. On croit connaître les choses et en fait, on ne sait rien. Voilà. Merci. Un très grand merci, oui, merci. Et c'est moi qui vous remercie. Voilà. On va Espérons se dire que la prochaine rencontre sera en présentiel et à l'occasion de la nouvelle traduction. Oh oui, je serais Oui. si heureuse. Oui. Si heureuse. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour tout ce travail parce qu'il est tellement précieux. C'est une telle joie pour moi d'entendre ce texte. Alors, je repère parfois 1 ou 2, 3 mots, hein, voilà, et d'entendre la langue et la musique de la langue. Ça, je peux l'entendre. Et ça, c'est très, très gai pour moi. Voilà. Très C'est émouvant. très gratifiant pour nous que vous le disiez. Merci. merci. Les traductions, par exemple, Patricia a été traduite dans plusieurs langues, dans d'autres langues. Tu peux Non, en fait, Si tu passes la rivière a été beaucoup traduit. Oui. Et après, en fait, c'est vous. Donc voilà. Non. Alors, il y a un projet de traduction de Patricia en farsi, en Iran. En farsi. Ah oui. Parce que si tu passes la rivière, la traduction vient d'être achevée, pardon, et le texte va être publié. Là, de mémoire, je ne peux pas dire où, et donc la traductrice, qui est Fatimiri, qui est une femme formidable, veut enchaîner avec Patricia. Donc voilà. Donc, Nous souhaitons beaucoup de chance. Voilà. Alors, merci à vous et à la prochaine. Oui. On se dit au revoir. Au revoir. Un grand merci. Merci beaucoup.